Comment j'ai rencontré les Indiens Kogi? C'était en 1985, j'étais jeune et gentil, et on m'avait dit, au nord de la Colombie, il y a une montagne, la plus haute montagne du monde en bordure de mer, 6000 mètres d'altitude à 38 km de la mer des Caraïbes. Et dans cette montagne vivent des Indiens, et moi tout petit, dans les cow-boys et les Indiens, j'étais toujours les Indiens. Donc quand on m'a dit ça, j'ai voulu aller voir. J'ai eu un œdème pulmonaire à 5000 mètres, de l'eau dans les poumons. Donc si on ne soigne pas un œdème, on en meurt évidemment. Et j'ai eu, je sais pas, la chance que ces sauvages, archaïques, primitifs, comme nous les nommons, passent dans le coin, me ramassent, me soignent et me sauvent la vie. Donc c'est comme ça que je les ai rencontrés, et c'était la première rencontre physique. Et la deuxième rencontre, la vraie rencontre peut-être, c'est je leur ai demandé, pardon, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Ils m'ont parlé, comme toutes les sociétés racines traditionnelles de leur territoire, agressées par la guérilla, les paramilitaires, la mafia, les pilleurs de tombes, le bois précieux, les touristes, tout ce qu'on peut imaginer. Ils ont perdu 75% de leurs terres en 30 ans, et donc je leur ai dit, ils m'ont demandé, pardon, si tu veux vraiment nous remercier de t'avoir sauvé la vie, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales. Et je leur ai dit, pas de problème, on s'en occupe. Ça a été compliqué. Aujourd'hui, on est à 2000 hectares de terres rendues. Et pourquoi je dis ça pour la rencontre? Parce qu'ils ont rencontré, je ne suis sans doute pas le seul, mais une personne qui venait du monde moderne qui a tenu sa parole. Et donc on a pu créer une relation d'humaine confiance, ce qui permet une deuxième rencontre beaucoup plus profonde que la première. Qui sont les Indiens Kogi? On ne sait pas très bien qui ils sont, parce qu'ils ont toujours été décrits au prisme des ethnologues, des anthropologues, de nos lunettes sur le monde moderne. Il faudrait aller de l'autre côté. C'est une démarche qui commence à exister, mais qui est peu courante encore. Par exemple, le mot Kogi veut dire plutôt pour eux mauvais hommes. Leur vrai nom, c'est Kagba, qui veut dire les humains, comme dans beaucoup de sociétés comme ça. Voilà, mais si on les décrit d'une manière un peu anthropologique, on va dire, c'est une communauté qui a dû être forte de plus de 2 millions d'habitants quand les conquistadors sont arrivés. Il n'en reste malheureusement plus que 15 000 environ, on n'a pas de chiffre précis. Et c'est la dernière société précolombienne, quand on pense aux Incas, aux Mayas, etc. Donc les Kogi seraient les derniers héritiers des grandes sociétés précolombiennes qui auraient 4000 ans d'histoire ininterrompue. Donc c'est comme si on avait la chance, la joie, l'opportunité, prenez le qualificatif que vous voulez, d'entrer en dialogue avec des humains qui ont les mêmes questions problématiques que tous les humains, mais qui ont une réponse radicalement différente et pourtant qui nous concerne. Comment se représente-t-il le monde, leur cosmogonie? Extrêmement difficile à dire, parce que ce n'est pas forcément des images, ça va être des mots posés sur des mots que j'ai interprétés et traduits. Voilà, c'est toujours le filtre de l'ethnologue et ce besoin qu'on a de se représenter. Eux, ils vivent une expérience du monde et nous, on a besoin de la représenter. Donc difficile. Ceci dit, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est qu'ils se représentent le monde comme une espèce d'énorme œuf. Il faut voir un œuf physique, cosmique. Et à l'intérieur de cet œuf, on trouve cette représentation cosmogonique dans beaucoup de traditions, 9 niveaux correspondant aux 9 mois de la gestation et aux 9 étapes qu'un être humain doit franchir pour arriver à la pleine conscience. Et cet œuf cosmique est posé sur deux morceaux de bois en croix et porté par 4 communautés humaines, les blancs, les noirs, les rouges et les blancs, une manière de renvoyer à chaque couleur de communauté humaine et la responsabilité de chacune pour maintenir l'équilibre de cet œuf cosmique et de cet accès au savoir que représente cet œuf. Donc s'il y en a un qui commence à basculer ou à vaciller et à ne plus contribuer à l'équilibre, c'est tout l'édifice qui va s'écrouler. Comment il se représente le monde? Il y a une deuxième chose qui peut être évoquée évidemment, c'est que contrairement à nos sociétés, pour eux, l'homme est la nature, EST. Il en est une petite et une infinie poussière parmi la multitude de formes dont certaines ont disparu et dont certaines vont peut-être sortir demain. Nous avons enlevé ce petit S, on a fait l'homme et la nature, et ça paraît une petite distinction de rien du tout, cette petite lettre, mais c'est ce qui nous a distancié de la nature naturante, comme l'évoquait un intervenant, de la nature transformatrice et surtout de l'humilité. Quand on est vraiment en contact avec la nature, soit l'océan, la forêt, la haute montagne ou les déserts, on a forcément devant l'immensité en soi la valeur de l'humilité. Donc je pense qu'il apporte encore ce qui est la condition première pour s'ouvrir au monde et au vivant. Nous, on est dans des mondes construits, urbains, au sens physique et au sens mental du terme, et on se ferme petit à petit les portes de la vie. C'est un grand enjeu pour nos sociétés modernes. Alors, quelle est la formation de leur chaman? Alors, on ne va pas dire chaman, parce que c'est un terme précis qui vient de
Sibérie, on va dire plutôt homme ou femme de connaissance, au sens connaître, naître avec. Voilà. Et il y a donc des hommes et des femmes, des mamas pour les hommes, le mot mama veut dire le soleil, donc c'est quelque chose qui rayonne sur l'ensemble des formes de vie sans distinction de couleur, de forme ou d'espèce. Le mama est en charge de toutes les formes de vie, pas seulement humaines. Des sagas pour les femmes. Les mamas seraient en charge de la partie solaire, éclairante, fertilisatrice, et les sagas seraient en charge de la partie évidemment lunaire, récipient transformateur. Et c'est bien évidemment la complémentarité des deux énergies qui fait le travail de ces hommes et ces femmes de connaissance. Leur formation, ils l'acquièrent forcément en lien avec un territoire. On ne peut pas être mamou hors d'un territoire précis, parce qu'ils vont être pendant 18 ans dans le noir, en grande partie dans le noir, sur un lieu précis dont ils vont apprendre l'esprit. Donc ils vont apprendre l'esprit de toute chose, un peu comme l'évoque Mario Beauregard, ils vont être informés de l'esprit de toute chose, ils vont pouvoir vous dire comment fonctionne, ou décrire ces toutes choses de cet écosystème sans jamais l'avoir vu. C'est une formation qui est à l'exact opposé de nos formations modernes où on se forme en regardant, en mentalisant et en prenant quelque chose. Là, ils se forment en ressentant, en laissant rentrer et donc en se dissolvant dans la connaissance et non pas en s'appropriant la connaissance. On les appelle les éclairés parce que c'est dans l'obscurité qu'ils vont rejoindre, comme diraient beaucoup de discours traditionnels, une forme de lumière et de conscience du monde. Et c'est très déroutant parce que quand ils sortent de leur formation, on pourrait se dire ils ont été formés pendant 18 ans dans le noir, ça va être des non-humains. J'ai rarement rencontré des humains de cette qualité humaine, ce qui pose beaucoup de questions sur nos modalités à notre formation de nos petits hommes et de nos petites femmes. Comment ils voient le monde? Alors les Kogi voient le monde de manière indifférenciée, c'est-à-dire que le cosmos, corps, nature, si on devait déjà s'arrêter là, sont les reflets d'une même réalité. Le voyage dans le corps nous renseigne sur la nature, le voyage dans la nature nous renseigne sur le corps, l'ensemble nous renseignons sur le cosmos. Et en plus, la hiérarchisation, c'est cosmos, étoile, nature, écosystème et humain. C'est-à-dire donc leurs enseignants sont les animaux qui sont en contact direct avec le cosmos, contrairement à nous qui avons perdu ce lien. Donc ils voient le monde comme une énorme toile d'araignée quadridimensionnelle, avec l'énorme responsabilité, l'obligation de tenir les liens qui relient les parties de cette trame de la vie, comme l'évoquait un auteur un peu connu. Donc ils seraient un peu les gardiens de ces relations subtiles entre toutes les formes de vie. Et d'après eux, si leur savoir et leur relation au monde disparaissent, le monde va disparaître. Et on peut l'entendre de deux manières différentes. On peut l'entendre d'une manière spirituelle, et ça on verra bien ce que l'avenir nous dira, et on peut l'entendre d'une manière extrêmement concrète, géographique. Ils habitent dans une montagne qui a des équilibres énergétiques, mais simplement très froid en haut, moins 10, très chaud en bas, 40, très puissant, qui régule tout le climat du golfe des Caraïbes. Si cette montagne venait à perdre son rôle de régulation, les cyclones, les typhons, les inondations vont se multiplier dans la région, ce qui commence déjà à se faire parce que cette tour de contrôle climatique ne va plus jouer son rôle. Donc il y a à la fois une réalité géographique liée au risque de leur disparition et une réalité, à mon avis, spirituelle, mais celle-là, on verra bien. Qu'est-ce que les sociétés comme les Kogi, parce que ce n'est pas les seuls, mais qu'est-ce que ces sociétés pourraient apporter? Je pense qu'on est à l'aube d'une mutation, et cette mutation, va-t-on l'initier ou va-t-elle nous muter? Je ne saurais dire. Va-t-on muter par défaut ou va-t-on muter par choix? C'est la question de savoir si on est humain par choix ou par défaut. Mais bon, en tout cas, elle est devant nous. Cette mutation, je la résumerai comme ça. Il y a eu un premier monde. Le premier monde, c'est la plus longue histoire de l'humanité. C'est le temps où les hommes et les femmes vivaient en harmonie avec la vie et le vivant. Pas forcément par choix, il n'y avait peut-être pas d'autre alternative, mais il était dans l'obligation du lien sacré pour vivre, pour survivre, se nourrir, manger, donner une explication au monde, se soigner. C'est la plus grande époque de l'humanité en termes de durée. Vient une toute petite époque qu'on appelle la modernité. On a perdu cette lettre, ce S, l'homme est, comme une larme, on a peut-être perdu. Et là, ça a été la rupture. Et notamment, la plus grande perte pour moi, c'est l'humilité. Pour ceux qui font encore de la voile ou ceux qui font encore de la montagne ou qui sont confrontés aux grands espaces, on sait que quand on est confronté à ça, si on n'est pas humble, on ne va pas voir la mer en lui disant déchaînez, toi la mer, je vais te dresser, ça n'a pas de sens. Donc en s'éloignant de la nature, on a perdu l'humilité, on nourrit la toute-puissance,
on dissocie les savoirs, on perd le sens, on multiplie les déséquilibres et les maladies, jusqu'où on n'en sait rien, mais c'est pas tenable. Donc on sait bien qu'on va parvenir au premier, on ne peut pas rester dans le deuxième, il faut imaginer une troisième voie, un troisième paradigme, un troisième monde. Et pour moi, ce troisième monde, il reprend le dessin qu'Anne de Constantin nous a présenté, un cercle non fermé. Nous, on a mis les peuples racines comme un témoignage archaïque de ce que nous ne sommes plus. Si on les met sur un cercle qui ne se ferme pas pour laisser l'émergence de ce que cette rencontre va produire, c'est comment la modernité, sa science, y compris sa spiritualité, parce qu'elle en a une, pourrait oser avoir l'audace du dialogue avec les scientifiques que sont les chamans et les dernières lumières de connaissances issues de cette mémoire de l'humanité. Et laisser le cercle ouvert, c'est laisser le pouvoir de l'émergence parce qu'on ne sait pas ce qu'il en sortira. Mais pour réussir ça, et ça les Kogi peuvent nous l'apporter, si tant est que nous ayons l'humilité de ne pas les regarder comme des sous-développés, si tant est que nous ayons l'audace et le regard de l'enfant qui s'étonne de ce qu'il ne sait pas, et dans la connaissance et dans la personne qui lui apporte, un Indien pieds nus, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Eh bien, pourquoi pas? Et surtout l'humour de ne pas se prendre au sérieux, parce que tout ça est essentiel, mais n'a aucune importance.